Bienvenue à tous à cette toute nouvelle capsule informative de la Fondation En Cœur. Je me présente, je m'appelle Marjorie Matt et je suis chargée de projet pour la Fondation. Alors aujourd'hui, le sujet de notre capsule informative est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, plus communément appelé TDA ou TDAH. Et bien sûr, on va faire un lien aujourd'hui avec les enfants cardiaques. Alors, vous nous avez posé plein de belles questions sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, on va y répondre. Bien sûr, j'ai invité deux expertes avec moi qui vont être capables de répondre à ces questions-là. Premièrement, je vous présente Dr. René Myriam Boucher, neurologue au CHUL, et Dr. Christine Hood, cardiologue pédiatre au CHUL et aussi une personne très impliquée au sein de la Fondation En Cœur. Alors, bienvenue à vous deux. Pouvez-vous nous introduire le sujet d'aujourd'hui? Bien, merci encore une fois de nous inviter à cette petite capsule. Je pense que c'est une capsule qui est importante. Je pense qu'à date, celles qu'on a faites ont toujours plu aux familles, aux patients. C'est sûr que le sujet du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité est très populaire parce que de fait, ça rejoint un assez bon pourcentage de notre famille. Moi, je vais surtout parler du côté cardiaque de l'affaire, pourquoi on pense que notre clientèle est peut-être un petit peu plus à risque que les enfants en général. Docteur Boucher, elle est du côté de la neurologie, alors elle voit beaucoup de nos patients quand c'est un petit peu plus difficile à contrôler ou qu'il peut avoir d'autres comorbidités associées. Mais docteur Boucher, quand on en parlait ensemble, on aurait voulu être dans la même salle, mais là, COVID oblige et techno oblige. On ne peut pas vraiment être l'une à côté de l'autre, mais on voulait que ce soit très informel comme discussion, puis on va se compléter l'une l'autre, puis on va peut-être se contredire, mais pas tant que ça, je pense. Bon, d'abord, le trouble déficitaire de l'attention, là, c'est malheureusement assez prévalent, même dans la population pédiatrique at large. Là, René Myriam et moi, on est deux pédiatres de formation d'abord et avant tout, avant d'être cardiologue et neurologue. Mais quand on regarde la population des enfants de nos jours, Dr Boucher et moi, on s'en parlait hier, on dit à peu près 10 d'enfants traités. Mais c'est peut-être pas ça la réalité, dans le sens que c'est peut-être plus vraiment 5 des enfants qui ont des vrais troubles déficitaires de l'attention en général. C'est sûr que le seuil de tolérance par rapport à la différence, par rapport à l'activité des enfants qui font de moins en moins d'activité physique dehors, des classes qui sont plus grandes, des parents qui sont plus stressés à bout parce qu'ils ont des vies folles un peu. Peut-être qu'on traite des enfants qui n'ont pas un vrai trouble déficitaire de l'attention en général. Mais si on prend la statistique de 5 dans la population normale, si on prend tous nos enfants qui ont des cardiopathies congénitales, puis là, je vais dire significatives, là, parce qu'il y a quand même des enfants qu'on voit qui ont des petits trous dans le cœur qui vont se refermer toutes seules, des petites communications interauriculaires. On ne fait pas référence à cette clientèle-là. Mais la clientèle des patients qui est venue au monde avec une malformation sévère, qui va avoir besoin d'un suivi cardiaque toute sa vie, donc des anomalies des valves significatives, des cœurs qui manquent des valves, des cœurs qui ont des ventricules uniques, des enfants qui ont eu plusieurs ou qui ont eu une chirurgie cardiaque en période néonatale. Toute cette clientèle-là qui est quand même plus à risque, là, nous, on dit qu'il y a probablement jusqu'à 25 des patients qui vont souffrir d'un trouble déficitaire de l'attention dans cette clientèle-là. Alors, c'est sûr que c'est quand même plus que dans la population en général. Puis là, il faut refaire un petit retour en arrière. Pourquoi? C'est quoi le trouble déficitaire de l'attention? Hein? Bien, le trouble déficitaire de l'attention, c'est un problème de neurotransmetteurs dans notre cerveau là, qui contrôle mal la concentration, l'hyperactivité, l'émotion. Souvent, hein, il y a souvent des troubles un peu émotifs associés à ça. Alors, il y a un substrat physiologique, neurologique, mais c'est sûr que dans notre clientèle, il peut y avoir beaucoup de cofacteurs qui ont causé le problème. Puis un de ceux-là qu'on voit malgré tout assez souvent dans notre clientèle, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont d'autres malformations. Alors que ce soit des enfants qui aient des syndromes, qui aient des anomalies au niveau de leur gène. Alors c'est assez fréquent dans les enfants avec cardiopathie. Et ça, en soi, c'est déjà associé avec le trouble déficitaire d'attention. Puis après ça, il peut avoir, ce qu'on connaît maintenant de plus en plus, c'est qu'il y a des enfants, la façon dont le cerveau
la circulation. Quand notre cœur n'est pas normal, la circulation dans le ventre de notre mère perfuse notre cerveau de façon inhabituelle. Et ça, c'est probablement à la base aussi un facteur sur lequel personne n'a de contrôle. Là. Les parents n'ont pas de contrôle, le fœtus n'a pas de contrôle, c'est juste comme ça. Puis là, après ça, les bébés qui viennent au monde avec des retards de croissance, les bébés qui viennent au monde prématurés, les bébés qui ont une naissance difficile. Si moindrement, il y a eu une réanimation à la naissance, il y a eu une anoxie là, néonatale, tout ça, c'est des facteurs qui, à la base, sont associés à un risque d'avoir un trouble déficitaire de l'attention. Puis après ça, ce qui a longtemps été impliqué dans le trouble déficitaire de l'attention, c'est le fait d'avoir besoin d'une chirurgie cardiaque. Plus on est petit, plus c'est vrai. Fait qu'on va dire la chirurgie cardiaque chez le bébé nouveau-né, mais même probablement chez l'enfant jusqu'à 1 an d'âge. Ça, en soi, d'aller sur la machine cœur-poumon, ça peut être associé à une incidence de trouble déficitaire de l'attention qui est un petit peu plus marquée. Alors, puis, il y a aussi une relation, évidemment, plus le patient a une cardiopathie complexe, plus le patient a eu de la cyanose, le fait d'être bleu pendant une longue période, et plus on a eu de chirurgie cardiaque, c'est quand même des facteurs qui tout ça sont associés au trouble déficitaire de l'attention. Je vais laisser peut-être Dr Boucher si on veut rajouter des choses, puis après ça, on pourra peut-être passer un petit peu aux autres. Effectivement, en fait, les patients qui arrivent de la cardio, qui viennent nous voir pour un trouble déficitaire de l'attention, c'est légèrement différent du patient naïf qui arrive avec uniquement un TDAH, mais sans comorbidité. Donc, c'est souvent des TDAH un peu plus qu'on appelle, donc qui peuvent avoir aussi des troubles d'apprentissage associés, des troubles des fois d'anxiété, des troubles d'humeur. Donc, c'est des patients qui sont plus complexes pour toutes les raisons qui ont été dites précédemment et qui vont aussi des fois avoir une réponse différente au traitement de la population générale. Donc, un petit défi supplémentaire ici aussi qu'on abordera plus tard dans le traitement par le fait que la cause est différente puis que souvent la problématique, elle est multiple là, au niveau des apprentissages et de l'inattention. Super. Donc, merci à vous deux. Si on peut enchaîner avec une question qui nous a été posée sur les réseaux sociaux, on parlait des choix de traitement à privilégier, justement, autant pharmacologiques que non pharmacologiques. Moi, je vais peut-être juste commencer par peut-être le non pharmacologique. Puis je vous dirais le non pharmacologique en relation avec la problématique cardiaque. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont réticents aux médicaments, puis René Myriam va revenir tantôt avec les différentes classes de médicaments, mais nous, ce qu'on sait, c'est que les médicaments, ils ne sont pas dangereux pour le cœur. Hein? Les patients qui ont vraiment besoin d'être traités, nous, on est très partants pour traiter parce que je pense qu'il faut éviter que les enfants aient échec par-dessus échec. Il faut essayer de mettre toutes les chances de leur côté. Ce que j'allais dire, par contre, c'est que le trouble déficitaire de l'attention aussi, c'est génétique, ça. C'est très familial. Hein? Quand il y en a dans la famille, quand les parents ont eux-mêmes des troubles déficitaires de l'attention, c'est sûr que l'incidence chez les enfants va être plus grande. Puis ça, les parents, ils sont drôles parce qu'ils se disent, ben, il n'est pas bien différent de moi. Moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais petite. Puis c'est bien vrai parce que quand les parents le sont, il y a 5 fois plus de risques que les enfants le soient. Ceci étant dit, ce qui est relié à la cardiopathie, c'est que les parents sont souvent anxieux que leur bébé a une malformation cardiaque. Puis évidemment, plus le bébé est malade, pire c'est. Alors là, les parents sont anxieux, les parents ne laissent pas le bébé pleurer, le bébé n'apprend pas à être frustré, on a de la misère à cadrer qu'est-ce qui est permis, pas permis. Puis ça se fait... C'est difficile de contrôler ça parce que les mères et les pères, ils veulent protéger leurs enfants qui, déjà, avec un enfant normal, on a tendance à le faire. Mais il faut, puis ça, c'est vraiment, nous, comme cardiologues, on essaie beaucoup de cadrer les parents dans le sens qu'il peut pleurer votre enfant si c'est le cas. Et vous pouvez le laisser choquer. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire toutes ces mille et une volontés parce qu'après ça, quand on arrive dans un contexte plus rigide de garderie ou d'école, ben là, les parents les professeurs vont souvent être décontenancés, mais là, qu'est-ce qui est d'hyperactivité? Qu'est-ce qui est juste le fait que l'enfant n'a jamais été appris à tolérer des frustrations? Fait qu'il faut, je pense, très précocement
essayer de ne pas surprotéger ces enfants-là, d'être raisonnable dans ce qu'on fait comme surprotection. Puis ça, il faut se faire guider par le cardiologue. Mais ça, le cardiologue va vous dire, OK, votre enfant, vous pouvez le laisser pleurer ou non, lui, il est encore trop malade, il ne faut pas le laisser pleurer. Puis je pense aussi d'essayer de cadrer, de structurer l'enfant. Je pense que nous, on le voit beaucoup, là, les enfants qui ne sont pas structurés, parce que ça, c'est quand même la première phase du traitement. Les enfants qui ne sont pas structurés, là, ils ne connaissent pas ce qui est permis, pas permis. Comme je dis, il faut que la patinoire, là, elle soit dessinée assez serrée, puis que les enfants, ils sachent c'est quoi le cadre de ce qui est possible de faire et pas faire. Puis je pense que ça fait partie quand même assez de base du traitement du trouble déficitaire de l'attention. Puis après ça, dans la psychothérapie, des choses qui sont peut-être plus soft, mais qui peuvent aider, surtout si les enfants ont des troubles d'émotion associés. Là. Les enfants qui ont des troubles d'opposition, les enfants, comme René Myriam disait tantôt, il y en a beaucoup qui ont de l'anxiété. Puis ça aussi, c'est un peu l'anxiété parentale qui est transposée au bébé. Puis ça aussi, comme parents, souvent, on va dire aux parents, nous, d'essayer de faire attention que quand on est trop anxieux comme parent, notre enfant le sent, puis il devient anxieux lui-même, puis là, on rentre dans un cercle vicieux. Fait que des fois, la psychothérapie peut aider. Puis là, à un moment donné, les gens disaient l'alimentation, peux-tu changer quelque chose dans l'alimentation? Bon, il n'y a pas grand-chose qui a été prouvé efficace. Des fois, les gens disent, bon, on peut diminuer les colorants, là, d'essayer d'éviter les jus dans lesquels il y a trop de colorants, des choses comme ça, mais je pense que ça reste marginal, là. Mais je vais laisser Dr. Boucher y aller avec la médication. Bon, peut-être que je commencerai là, par juste voir le non pharmacologique et le pharmacologique. Si on regarde en général le trouble d'attention, autant pour les cardiopathes que pour les autres, c'est très bien prouvé dans la littérature qu'il faut toujours commencer par le non pharmacologique. Donc, un peu ce qu'expliquait Dr. Wood, mais aussi à l'école, toutes les méthodes non pharmacologiques. C'est-à-dire, c'est pas un enfant qu'on place à l'arrière de la classe, il faut le mettre en avant, les coquilles, scinder les explications en petits morceaux. C'est sûr que c'est pas un enfant qu'on fait les devoirs à la table de cuisine pendant qu'on fait à souper, puis qu'il y a 3 autres frères et sœurs qui tournent autour. Il y a toutes ces techniques-là pour essayer de bien cadrer pour que l'attention de l'enfant soit à la bonne place. Et ça, c'est très clair que ça doit être fait en premier, autant dans les écoles qu'à la maison, avec du temps, tout ça, là, réservé pour les devoirs, encadrer une personne, tout ça. OK? Et quand ça, ce n'est pas suffisant, puis tu sais, on n'a pas besoin de faire ça pendant 3 ans, mais quand c'est pas suffisant, bien appliqué, et que là, l'enfant vit des conséquences de son trouble d'attention avec hyperactivité, ça veut dire échec scolaire, perte d'estime de soi, trouble avec les amis parce qu'on est tellement impulsif, on se met toujours dans le trouble, on a moins d'amis, tout ça, donc pas d'amis, donc là, l'estime baisse, c'est là qu'on pense à un traitement pharmacologique. Et le traitement pharmacologique ne dit pas qu'on arrête les choses non pharmacologiques. Hein? Ça doit toujours être fait en conjonction. Et les écoles sont de mieux en mieux outillées pour offrir ça. Puis les parents, juste avec un peu de lecture, on peut assez facilement savoir quoi faire sur le côté non pharmacologique. Alors, après ça, quand on envisage le côté pharmacologique, bon, il y a plusieurs classes de médicaments, mais rapidement, là, si on fait un petit cours de pharmaco, il y a 2 grandes classes. Il y a les psychostimulants standards, dont le plus connu est le Ritalin, mais il y a le Concerta, Vivance, tout ça, là, des noms qui disent probablement des choses à plusieurs personnes. Et il y a les non-psychostimulants qui sont une 2e classe de traitement qui est plus une seconde ligne. OK? Donc, et ce qui inquiète souvent les parents, c'est les psychostimulants, parce que quand on va lire là-dessus, c'est là qu'on voit les petits risques au niveau cardiaque qui sont décrits et qui, nous, les cardiologues, nous rassurent tout le temps que quand le patient est stable, on n'a aucune problématique à utiliser ces médicaments-là. Donc, on le fait de façon très, très courante chez nos patients cardiaques. La clé dans tout traitement du TDAH, c'est d'y aller tranquillement, c'est-à-dire avec des petites doses, des augmentations progressives, un suivi des parents qui peuvent nous parler pour effets secondaires, effets bénéfiques. Et, mettons, en termes de chiffres, là, qui répond à quelle vitesse, là, si on parle de façon générale, la plupart des patients, premier traitement qu'on marche va marcher dans 50% des cas. Ça veut dire que dans 50% des cas, il faut au moins en essayer 2, ou 3 ou 4 avant de trouver la bonne recette aussi. Fait que des fois, il faut être patient aussi pour trouver la bonne recette pour le bon patient. Et ça, autant pour le patient qui a une cardiopathie que pour le patient là aussi sans cardiopathie. Fait qu'il faut être patient. C'est un travail qu'on fait tranquillement, puis qu'il faut savoir s'ajuster, puis il faut que les parents là, sachent que le succès n'est pas nécessairement immédiat. OK? Puis il faut commencer avec des petites doses, puis monter graduellement. Les effets secondaires, en fait, généraux de la médication, là, il y en a 2 principalement que nous, on
on surveille. Puis il y en a un, des fois, qui est plus en problématique avec les patients cardiopathes qui sont de petits poids. Hein. Il y en a qui n'ont pas des gros poids, donc c'est l'appétit qui peut être coupé. Donc, c'est quelque chose qu'on surveille beaucoup là, chez les patients, là, chez tous les patients, mais particulièrement chez les cardiaques. Et l'autre effet secondaire plus fréquent, c'est les troubles du sommeil, mais on ne peut pas dire que c'est une problématique là, qui est si un grand défi chez nos patients cardiopathes, qui se règle habituellement assez facilement là, avec des petits conseils, puis des fois des vitamines là, au sommeil. Donc voilà. Il y a un petit défi supplémentaire, comme j'expliquais tantôt, c'est que les patients cardiopathes qui ont un TDAH, ils ont souvent une comorbidité, hein, donc un trouble d'apprentissage, un trouble anxieux, qui ça, il ne faut pas penser que la pilule contre le TDAH va nécessairement régler tout ça aussi. Hein. Si on a une difficulté à apprendre notre français, puis qu'on est inattentif, si je règle l'inattention, c'est sûr que le patient va être plus concentré à la tâche, mais la difficulté en français peut quand même persister. Puis là, c'est plus de l'orthopédagogie puis de l'aide supplémentaire qui va aller. Fait qu'il faut aussi bien cibler nos attentes selon les capacités de l'enfant aussi à réussir à l'école. Le but de traiter l'inattention, c'est d'aller chercher le maximum de ce que l'enfant est capable de nous donner pour qu'il ait au maximum de sa vitesse à lui à l'école, qu'il garde une estime, qu'il ait des réussites. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir un enfant plus vieux et un adulte qui soit le mieux outillé possible là, pour faire une vie pleine et entière. Là. Juste parler des effets secondaires, parce que c'est sûr qu'il y a eu une polémique à un moment donné avec les neurostimulants et les enfants cardiaques. Et tout ça, là, je vous dirais, milieu des années 2000, on a cloué le dernier clou sur le cercueil de ce débat-là. Au départ, là, les gens ont dit que les enfants qui prenaient des neurostimulants, qui avaient des cardiopathies, avaient plus de morts subites que ceux qui n'en prenaient pas. Puis là, ça a été réglé à plusieurs niveaux. Il y a la Société canadienne de cardiologie, la Société américaine de cardiologie, la Société américaine de pédiatrie en sont tous venus à la même conclusion. Les neurostimulants, ce que ça donne sur le plan cardiaque, une légère augmentation du nombre de battements par minute, puis une légère augmentation de la tension artérielle, mais ce n'est pas associé à plus de mortalité. Je pense que ce qui est très bien clair, très bien dit, c'est que si un pédiatre ou un cardiologue ou un neurologue, mais principalement, souvent, c'est les pédiatres qui voient ces enfants-là, jugent qu'un enfant a besoin d'être traité, il est traité. Pour nous, même dans les cas compliqués d'arythmie un peu maligne, là, de syndrome du QT long, des affaires qui sont plus rares, là, même dans ces conditions-là, les neurostimulants, ce dont Dr Boucher parlait tout à l'heure, les dérivés des méthylphénidates ou des amphétamines, ça, il n'y a pas de contre-indication. Là, encore une fois, il ne faut pas faire des amalgames, mais quand les patients ont besoin, qui sont des cas plus complexes, puis qu'on va rentrer avec des médicaments contre l'anxiété, plus peut-être chez les plus vieux, là, les anxiolytiques qu'on appelle ça non plus, ça n'a pas beaucoup de répercussions, mais des fois, les médecins vont vouloir une combinaison de médicaments. Alors là, quand on est rendu à rajouter un deuxième, puis un troisième, puis une quatrième ligne de traitement dans nos cas plus difficiles, là, des fois, il faut réévaluer sur le plan cardiaque, surtout quand on rajoute des médicaments dans la famille des antipsychotiques. Là, des fois, la combinaison des pilules potentialise l'effet. Fait que des fois, les médecins vont nous retourner les patients, mais ça, je pense que c'est loin d'être la majorité. Je pense qu'en général, les parents peuvent être rassurés que ces médicaments-là n'ont pas d'effet secondaire sur le cœur. Puis moi, ce que je leur dis toujours, parce qu'encore une fois, comme Dr Boucher disait, c'est qu'est-ce qui est la part peut-être de la difficulté scolaire secondaire à des troubles d'apprentissage. Il y a beaucoup d'enfants qui ont de la dyslexie, de la dysorthographie, des troubles d'orthophonie. Donc, il y a plusieurs affaires des fois qui peuvent mélanger le tableau. Mais comme je dis souvent aux gens, ça ne coûte pas très cher de faire l'essai. Parce que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que les enfants aient des échecs. Parce que quand on a un échec, c'est un peu la spirale vers le bas. Là, hein? L'estime de soi, la confiance en soi, l'anxiété embarque. Là, ce n'est pas une bonne combine. Fait que je pense que ça vaut la peine de faire l'essai. Puis comme Dr Boucher dit, ça peut être long. Ce n'est pas toujours extraordinaire du premier coup. Puis si les gens voient une différence, bien, on continue. Si les gens, en bonne foi, disent non, moi, je ne vois vraiment pas de différence, puis qu'on a des effets secondaires, bien, il est toujours temps de l'arrêter. Mais moi, je pense qu'au fil des années, je pense que c'est important, si les médecins traitants ont l'impression que l'enfant en bénéficierait, je pense que ça vaut la peine de faire l'essai parce que j'ai vu des parents, moi, j'ai vu un peu l'inverse, hein, des parents qui me sont arrivés, leurs enfants étaient rendus à 18-20 ans, puis là, finalement, on se rendait compte que, ben oui, il y avait un trouble déficitaire de l'attention. Il y a peut-être 25-30 ans, on y faisait peut-être moins attention que maintenant.
Puis là, des mères qui me disent, bien, si je l'avais su avant, j'aurais donc voulu traiter mon enfant plus tôt. Fait que je pense qu'il y a un peu des deux. Hein. Il y a des gens qui veulent traiter, il y a des gens qui ne veulent vraiment pas traiter, mais je pense que d'un côté ou de l'autre, je pense que si on fait l'essai et que ça marche, bien là, on pourra rediscuter des effets secondaires versus des bénéfices. Puis si ça ne marche pas, bien, il est toujours temps de l'arrêter. Moi, c'est un petit peu la façon dont j'approche le problème, mais je pense que ce qu'il faut surtout, c'est qu'il n'y a pas de risque avec la médication. Je pense que c'est ça qui est important. Effectivement, là, quand on fait en fait un bon suivi, c'est très rare qu'on ne trouve pas une combinaison ou un traitement qu'on n'arrive pas là, à trouver quelque chose dont les effets secondaires sont vraiment minimes et que l'enfant est bien avec ça. Effectivement, je pense que depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup moins de réticence à utiliser ces médicaments-là. On les voit plus jeunes, on les traite plus jeunes et on a vraiment l'impression d'améliorer la qualité là, de vie de ces enfants-là à long terme. Là. Clairement, il y a un bénéfice pour l'enfant lui-même. À long terme, on le voit vraiment. Donc, je pense que c'est effectivement partie du traitement global de l'enfant. Oui. Puis moi, je ne sais pas, René-Myriam, qu'est-ce qui est ton opinion sur ça, mais moi, j'ai l'impression aussi que c'est important de continuer chez les adolescents. Tu sais, des fois, chez les patients plus vieux, le phénomène d'hyperactivité s'estompe un peu. Mais là, on se retrouve quand même, le patient a encore le problème. Puis là, on arrive à l'adolescence, puis là, c'est comme une autre problématique qui peut s'installer quand on a un trouble d'attention. Là, on le sait, ces enfants-là peuvent avoir plus de risques de consommation d'alcool, de drogue, de troubles d'adaptation sociale. Fait que c'est pas parce qu'on n'a plus l'événement hyperactivité qu'on a guéri notre problème. C'est sûr que souvent, le vieillissement fait qu'on est capable de mieux gérer, mais moi, je me disais, faisons attention aussi de vouloir arrêter trop tôt quand on a l'impression que ça fonctionne. Puis souvent, rendu à cet âge-là, les enfants vont nous le dire de toute façon. Hein, les enfants vont être capables de nous dire, non, non, moi, là, ça ne marche pas, là, si je n'ai pas mes médicaments, ça ne va pas bien. Un jour, peut-être qu'on sera capable de l'arrêter, mais je pense que la période de l'adolescence qui est déjà un peu une espèce de tempête émotive pour tous les adolescents de la planète. Là. Fait que quand on a en plus de ça une problématique d'adaptation à plusieurs niveaux, je pense que c'est peut-être pas le temps d'arrêter une combinaison qui semblait bien fonctionner. Là. Je ne sais pas, René-Myriam, si tu veux commenter ça. Tout à fait, en fait. Là. Puis c'est pour ça que même fin du primaire, là, moi, j'ai inclus les enfants dans la discussion du traitement, pourquoi on prend ça, c'est quoi les effets positifs et négatifs. C'est pas rare qu'ils nous challenge un petit peu au début de l'adolescence. J'en ai-tu encore besoin, pas besoin, tout ça. J'essaie de les amener eux-mêmes à voir, en fait, leurs bénéfices. Puis des fois, on fait l'essai, on dit, OK, on commence l'école, des fois, on l'arrête 2 semaines, puis après ça, je les revois, puis je dis, puis comment ça a été ces 2 semaines-là? Et souvent, s'ils ont été traités de longue date, ils se connaissent bien, puis ils réalisent bien quand on les enlève, en fait, qu'ils en ont encore besoin. Puis ils ont vécu des réussites, puis ils ne veulent pas tout d'un coup vivre l'échec là, parce qu'ils sont inattentifs et tout ça. Ils savent qu'ils sont capables de réussir. Et c'est très rare avant là, la puberté avancée, là, quand vraiment il y a une bonne partie de la maturité du lobe frontal qu'on est capable de s'en passer, puis qui continue là, à fonctionner comme avant. Ça veut dire, tu sais, fin de l'adolescence, des fois début de l'âge adulte, qu'on est capable de l'arrêter. Puis je leur dis tout le temps que le but, c'est pas de ne plus avoir de médicaments. Le but, c'est de bien réussir sa vie, sa scolarité, son estime de soi. Donc, c'est pas un objectif de dire plus tôt je l'arrête, plus c'est un succès, au contraire. Et même dans la population générale de patients TDAH sans comorbidité cardiaque, 50% des adultes disent encore n'avoir besoin. Hein, à l'âge adulte. Là. Ça, c'est les chiffres généraux de la population. Alors, on peut penser que même dans la population un peu plus fragile des enfants que malformation cardiaque importante, il y a une grande proportion d'adultes qui vont encore ressentir le besoin d'en avoir. Et moi, les enfants que je suis jusqu'à 18 ans, 19, 20 des fois, là, très souvent, il y en a encore des psychostimulants parce qu'ils désirent le garder, parce qu'ils voient le bénéfice. Fait qu'effectivement, là, c'est tout à fait correct. Bon, alors Marjorie, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, tu penses? Oui. Bien, en fait, c'est plus pour y aller encore plus en détail. Plutôt, vous nous avez parlé d'un bon suivi à faire chez un enfant, justement. Quels sont les éléments particuliers d'un suivi là, qu'il faudrait faire? Quels éléments sont importants, en fait? En fait, pour moi, dans l'initiation d'un traitement, là, c'est de mettre les attentes réalistes au départ, puis de savoir qu'il peut y avoir plusieurs étapes et que si une médication ne fonctionne pas, c'est sûr que souvent, ce qui rebute les gens, c'est s'ils ont une médication qui ne fonctionnait pas pendant 6 mois, puis dans le fond, ils n'ont pas eu accès. C'est sûr que la disponibilité du médecin qui prescrit au départ du traitement est importante pour que si ça ne fonctionne pas,
on puisse rapidement, le parent, le dire, puis ensuite de ça, changer la médication. C'est pour ça qu'il y a quand même plusieurs groupes de médecins de famille, même pédiatres, qui ont des infirmières, des fois pivots, hein, qui vont faire ça. Donc, un appel, ça ne fonctionne pas, on change de médicament, on change la dose. Ça, c'est très important au départ de la médication. Puis souvent, quand on a trouvé une recette gagnante, mais là, la recette gagnante, elle est bonne pour très longtemps souvent. Fait que c'est vraiment l'investissement au début de ça. Puis, l'autre suivi qu'on fait vraiment de façon importante chez tous les patients, mais encore un peu plus chez les patients cardiaques, c'est le suivi de la courbe de croissance. En fait, quand ils sont petits, s'assurer que poids, taille, ça suit bien. Là, c'est ça le côté là, important. Beaucoup plus que dire qu'on fait... On n'a pas besoin de faire des ECG, on n'a pas besoin de faire un suivi cardiaque particulier, là, sauf des cas, là, Christine, tu pourras me confirmer, mais c'est vraiment le suivi de sinon usuel, poids, taille qu'on fait. Oui, je pense que oui. Puis c'est vrai que ça, je suis d'accord avec René Myriam, des fois, c'est un peu une problématique parce que souvent, nos enfants qui ont des éléments d'insuffisance cardiaque, là, ils n'ont pas beaucoup d'appétit en commençant. Fait que là, des fois, on va trouver des trucs, on va essayer de majorer les calories dans ce qu'ils prennent, d'essayer d'aller avec des aliments qui sont plus gras, plus riches en calories au départ. Et des fois, on va essayer de faire des arrêts de traitement là, quand l'été, ils en ont moins besoin. Il y en a qui en ont besoin même tout le temps, même s'ils ne sont pas à l'école, mais ceux chez qui on peut s'en passer, des fois, pour des périodes, là, on va l'arrêter pendant une couple de mois, puis après ça, il y a certaines molécules qui s'arrêtent plus facilement que d'autres, puis ça, des fois, on voit une petite poussée de croissance, puis ils reprennent du poids un peu, puis c'est un peu de peser, encore une fois, les risques et les bénéfices de tout ça, là. Mais encore une fois, nous, sur le plan cardiaque, moi, il y a même des patients, là. Il y a certains patients qui ont été opérés, qui ont tendance à faire un peu d'hypertension artérielle parce que ça fait partie de leur maladie, là, surtout les rétrécissements sur la crosse aortique qu'on appelle. Puis donc, ces patients-là, ils ont un peu d'hypertension artérielle. Moi, j'ai eu des cas assez difficiles où, écoutez, j'ai même mis des pilules. Oui, les médicaments neurostimulants augmentaient un peu la tension artérielle plus que ce qu'on aurait voulu parce qu'ils sont probablement un peu plus fragiles. Alors, ça m'est même arrivé de donner des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. Le patient était à risque, mais c'est sûr que la médication neurostimulante n'aidait pas pour être capable de traiter avec des neurostimulants pour donner une chance à l'enfant, puis donner des médicaments pour traiter la tension artérielle pendant quelques années. C'est pas compliqué, là, ça n'a pas d'effet secondaire à long terme. Alors, des fois, c'est des petites choses qu'on va ajuster. On va ajuster notre traitement pour être capable de traiter l'enfant avec les médicaments dont il a besoin, là. Et de tout, encore une fois, comme René Myriam, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer tout l'encadrement parental et du milieu scolaire. Puis ça, encore une fois, moi, j'insiste beaucoup, là, il faut vraiment... Puis ça, je pense qu'il faut que les parents le demandent à leur cardiologue. Qu'est-ce que mon enfant peut faire en termes, souvent au début, là, quand ils sont petits bébés, là, de les laisser pleurer. Comme je vous dis, il faut qu'ils s'habituent à avoir un cadre là, de restrictions. Qu'est-ce qu'il peut faire, ne pas faire. Puis je pense que c'est surtout ça aussi, encore une fois, dans le suivi des patients, parce que nous, souvent, on le voit assez précocement, là, quand un enfant, même s'il a 18, 24 mois, qui rentre dans le bureau, qu'on a l'impression qu'ils sont irritables beaucoup, ils n'ont pas de tolérance à la frustration, ils sont toujours en train de démolir le bureau. On le voit là, qu'il va avoir un substrat à l'hyperactivité assez rapidement. Puis c'est ça, souvent, dans ce temps-là, je vais dire aux parents, oups, là, il faut recadrer ça là, parce que ça ne marchera pas. Fait que je pense qu'il faut essayer de le voir précocement. Puis comme Dr Boucher dit, quand on commence un traitement, bien, pas se décourager puis essayer de trouver la bonne recette, là. Je voulais peut-être rajouter tantôt sur le non pharmacologique, là, sur l'alimentation. Des fois, c'est une question. Il n'y a pas grand-chose dans l'alimentation, en fait, qui fait une réelle différence. Les deux petites choses, là, c'est d'éviter les gros roches de sucre. Là. Fait que, tu sais, l'hyperactivité après une tournée d'Halloween, là, c'est réel, ça. Là. Les roches de sucre, ça donne de l'hyperactivité. La seule chose qui a été prouvée comme pouvant aider, c'est les oméga 3. Par contre, il faut faire attention. Une douzaine d'œufs enrichis d'oméga 3 ou du lait enrichi d'oméga 3, c'est tellement des doses minuscules, ça ne vaut pas la peine d'investir là-dedans. Si on prend des oméga 3, il faut que ça soit des suppléments en pharmacie à haute dose. Puis encore là, c'est souvent une différence qui est minime. Fait qu'il faut faire attention à ça parce qu'on peut dépenser beaucoup de sous pour très peu d'effets en fait positifs. Là. Puis les autres choses, en fait, il n'y a rien qui a été prouvé là, comme aidant, là, même s'il y a beaucoup de choses qui sont publicisées. C'est les deux seules choses là, que je donne aux parents comme conseil. Là, c'est pas trop de roches de sucre. Puis si on prend des oméga 3, on les prend à bonne dose. Sinon, les autres produits, ça ne vaut pas la peine. C'est pas assez des bonnes doses pour faire une différence. Puis c'est très rare que ça remplace une médication, en fait. Là.
Bon, ben super. Merci à vous deux. Vous avez déjà répondu à toutes nos questions qu'on avait sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, j'aimerais encore vous remercier, Dr. René Myriam-Boucher, neurologue au CHUL, et Dr. Christine Huth, cardiologue pédiatre au CHUL aussi. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ben, écoute, moi, la seule chose, c'est que c'est sûr que ça peut devenir un sujet assez vaste, là. Mais si jamais les gens ont des questions auxquelles on n'aura pas répondu, là, vous pourrez me les faire suivre, puis je pourrai les refiler à Dr. Boucher si jamais je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'on pourra compléter si jamais il y a des gens qui restent sur leur appétit. Super, bien merci encore. Puis, si vous voulez revoir cette capsule-ci ou toutes nos autres capsules informatives, n'oubliez pas qu'elles sont présentes sur notre site web dans la section médias et témoignages et aussi sur notre page Facebook. Puis, si jamais vous voulez suivre toutes nos activités en lien avec la Fondation En-Cœur, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolette et à nos réseaux sociaux. Alors, merci à tous et en espérant vous revoir bientôt. Merci beaucoup.